Le philosophe français Michel Foucault n'était pas un prescripteur, mais plutôt un diagnosticien. Son travail n'était pas de nous dire ce que nous devons penser, mais plutôt d'exposer les structures cachées du pouvoir qui façonnent notre pensée. Dans cette ère d'information débordante, l'héritage de Foucault nous offre des outils vitaux pour penser de manière critique et naviguer dans le monde complexe dans lequel nous vivons. Foucault a conceptualisé archéologie du savoir, non pas comme une fouille d'artefacts physiques, mais plutôt comme une excavation des couches cachées de sens qui sous-tendent notre compréhension du monde. Il a soutenu que la vérité, telle que nous la connaissons, n'est pas une entité objective et immuable transmise à travers les âges. Au lieu de cela, elle est un produit de discours, des systèmes de pensée, des cadres conceptuels et des pratiques langagières qui dominent à une époque historique donnée. Ces discours, souvent invisibles et non interrogés, façonnent notre perception de la réalité, influencent nos jugements de valeur et déterminent ce qui est considéré comme connaissance légitime. Imaginez des strates géologiques, chaque couche représentant une époque historique différente, avec son propre ensemble unique de discours. L'archéologie foucaldienne consiste à creuser à travers ces couches, à exposer les présupposés, les catégories et les hiérarchies qui façonnent notre pensée à notre insu. Prenons par exemple la notion de folie à travers l'histoire. Au Moyen Âge, la folie était souvent attribuée à une possession démoniaque ou à l'influence d'entités surnaturelles. Le discours religieux imprégnait toutes les facettes de la vie, façonnant ainsi la compréhension et le traitement de la maladie mentale. Avec le temps, l'essor de la pensée scientifique et rationnelle a conduit à une nouvelle conceptualisation de la folie. Au lieu d'être vue comme une affliction spirituelle, elle est devenue progressivement médicalisée, comprise en termes de dysfonctionnement biologique et de déséquilibre chimique dans le cerveau. Ce changement de discours, de religieux à médical, a eu des conséquences profondes sur la façon dont les malades mentaux étaient traités, du confinement et des exorcismes, à l'institutionnalisation et aux interventions pharmaceutiques. L'archéologie foucaldienne nous invite à interroger les fondements mêmes de ce que nous considérons comme vrai et objectif. En déterrant l'histoire cachée de nos systèmes de pensée, nous pouvons acquérir une compréhension plus nuancée de la façon dont le savoir est produit, diffusé et maintenu. Ce processus d'excavation critique nous permet de désassembler les discours dominants, d'exposer leurs préjugés cachés et de remettre en question leur influence sur nos vies. Ce n'est qu'en reconnaissant le caractère conditionné historiquement et socialement de notre connaissance que nous pouvons commencer à penser de manière critique et à défier les structures de pouvoir qui façonnent notre compréhension du monde. Ce n'est pas une tâche facile, mais dans notre ère d'information débordante, où la vérité est de plus en plus contestée et manipulée, l'approche archéologique de Foucault offre des outils inestimables pour naviguer dans le paysage complexe de l'information et penser par nous-mêmes. Foucault remettait en question la conception traditionnelle du pouvoir comme quelque chose qui est détenu et exercé par ceux qui sont au sommet, rois, gouvernements, institutions. Il soutenait que le pouvoir n'est pas simplement une force descendante imposée d'en haut. Au contraire, il est omniprésent, circulant à travers tous les niveaux de la société comme un réseau capillaire d'influence. Le pouvoir, selon Foucault, ne se manifeste pas uniquement par la répression, la force ou la coercition. Il fonctionne également, et peut-être plus efficacement, par des normes, des attentes et des discours qui façonnent notre comportement, nos pensées et même nos désirs. Imaginez le panoptique, la conception de prison proposée par Jeremy Bentham. Une tour centrale, potentiellement occupée par un gardien, est entourée de cellules disposées en cercle. Les détenus ne savent jamais s'ils sont observés ou non, mais la simple possibilité d'être surveillés est suffisante pour les inciter à l'autosurveillance. Ils internalisent le regard du gardien,
modifiant leur comportement, même en l'absence de surveillance directe. C'est une puissante illustration de la façon dont le pouvoir fonctionne de manière subtile et diffuse, inscrivant ses effets sur nos corps et nos esprits. Ce concept du panoptique peut être étendu au-delà des murs de la prison pour comprendre le fonctionnement du pouvoir dans la société en général. Pensez à la façon dont les médias sociaux nous encouragent à nous présenter sous un jour particulier, conscients du fait que nous sommes constamment observés et évalués par un public invisible. Ou considérez la façon dont les normes sociétales de beauté, de réussite et de normalité influencent nos aspirations et nos choix de vie. Ces forces ne sont pas imposées de force, mais elles exercent néanmoins une influence profonde sur nos comportements, nos identités et nos perceptions du monde. Foucault a souligné que le pouvoir n'est pas seulement répressif, mais également productif. Il ne se contente pas de restreindre ou d'interdire, il façonne, il moule, il crée. Il produit des catégories, des identités et des vérités qui façonnent notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Pensez à la façon dont les discours médicaux classent et catégorisent les corps, définissant ce qui est considéré comme normal et anormal, sain et malade. Ces classifications ne sont pas neutres, elles ont de réelles conséquences sur la façon dont les individus sont traités, sur l'accès aux ressources et sur la construction de l'identité. Comprendre la nature diffuse et productive du pouvoir est essentiel pour la pensée critique. Il ne s'agit pas simplement d'identifier ceux qui détiennent le pouvoir, mais d'analyser les mécanismes subtils qu'est le pouvoir opère dans nos vies quotidiennes. En reconnaissant la manière dont le pouvoir façonne nos pensées, nos comportements et nos relations, nous pouvons commencer à remettre en question les normes, les attentes et les discours qui nous limitent et à imaginer des possibilités alternatives. Nous pouvons commencer à déconstruire les panoptiques internes qui nous emprisonnent et à créer des espaces de résistance et de liberté. La pensée occidentale traditionnelle met souvent l'accent sur l'idée d'un soi autonome, rationnel et indépendant, un individu dont les pensées, les sentiments et les actions proviennent d'un noyau intérieur d'identité. Foucault a remis en question ce récit, soutenant que le soi n'est pas une entité préexistante qui attend d'être découverte, mais plutôt un produit de force sociale et historique. Nous ne naissons pas avec un sens fixe de qui nous sommes. Nous le construisons au fil du temps, à travers un processus constant d'interaction avec le monde qui nous entoure. Imaginez un sculpteur façonnant un bloc d'argile. L'argile représente le soi potentiel, et les outils du sculpteur représentent les forces sociales et les discours qui nous façonnent. Les normes culturelles, les attentes familiales, les institutions éducatives, les relations sociales, tous ces éléments jouent un rôle dans la construction de notre sens de soi. Nous internalisons les discours de notre temps, devenant les sujets de notre propre soumission, comme le disait Foucault. Ce processus de construction sociale ne se limite pas à nos croyances et à nos valeurs. Il s'étend également à notre compréhension même de nos corps, de nos désirs et de nos identités. Considérez la façon dont les normes de genre façonnent nos perceptions de la masculinité et de la féminité, influençant nos choix de vêtements, nos manières et nos aspirations professionnelles. Ou pensez à la façon dont le discours médical construit certaines conditions corporelles, comme des maladies nécessitant une intervention, façonnant ainsi notre relation à notre propre santé physique et mentale. Reconnaître la nature socialement construite du soi n'est pas nier l'individualité ou l'agence. Au contraire, c'est reconnaître que notre sens de soi est toujours en devenir, en constante négociation avec le monde qui nous entoure. C'est comprendre que les catégories et les étiquettes que nous utilisons pour nous définir ne sont pas des vérités fixes et immuables, mais des constructions sociales qui peuvent être remises en question et redéfinies. En déconstruisant l'illusion d'un soi autonome,
nous pouvons commencer à comprendre comment les structures de pouvoir opèrent pour façonner notre identité. Nous pouvons commencer à remettre en question les normes et les attentes qui nous limitent et à créer de nouvelles possibilités d'auto-expression et de transformation personnelle. Ce processus d'autoréflexion critique est essentiel pour développer une pensée véritablement indépendante et naviguer dans le paysage complexe de l'information et du pouvoir dans le monde moderne. Il nous permet de devenir des architectes conscients de nos propres vies, plutôt que des produits passifs des forces qui nous entourent. Dans la perspective traditionnelle, le savoir et le pouvoir sont souvent considérés comme des entités distinctes. Le savoir est vu comme objectif, neutre, le produit d'une enquête rationnelle. Le pouvoir, quant à lui, est souvent perçu comme une force extérieure, exercée par des individus ou des institutions spécifiques. Foucault a radicalement remis en question cette séparation, arguant que le savoir et le pouvoir sont inextricablement liés, engagés dans une danse symbiotique. Ils ne sont pas simplement juxtaposés, ils se constituent mutuellement. Imaginez deux serpents entrelacés en une double hélice. Un serpent représente le savoir, l'autre le pouvoir. Ils sont distincts, mais inséparables, se soutenant et s'influençant mutuellement. Le savoir produit du pouvoir, et le pouvoir façonne la façon dont le savoir est produit, diffusé et maintenu. Cette relation complexe est au cœur de la pensée foucaldienne. Considérez le domaine de la médecine. Le discours médical, avec ses catégories, classifications et diagnostics, ne se contente pas de décrire le corps humain. Il le construit, le définit, le normalise. Ce savoir médical confère du pouvoir aux médecins, leur accordant l'autorité de diagnostiquer les maladies, de prescrire des traitements et de façonner notre compréhension de notre propre santé. En même temps, le pouvoir des institutions médicales influence la production et la diffusion des connaissances médicales, privilégiant certaines perspectives et marginalisant d'autres. Ce lien entre le savoir et le pouvoir n'est pas propre au domaine de la médecine. On le retrouve dans tous les domaines du savoir, de la science et du droit à l'éducation et aux médias. Les discours dominants dans chaque domaine créent des hiérarchies de savoir, déterminant ce qui est considéré comme vrai, valable et légitime. Ces hiérarchies, à leur tour, renforcent les structures de pouvoir existantes, créant un cycle d'auto-renforcement. Comprendre la relation entre le savoir et le pouvoir est essentiel pour la pensée critique. Cela nous permet de voir au-delà de la façade de l'objectivité et de la neutralité, d'interroger les fondements mêmes de ce que nous considérons comme vrai. En déconstruisant les discours dominants et en exposant leurs liens avec le pouvoir, nous pouvons commencer à défier les structures de pouvoir qui façonnent notre compréhension du monde et à créer de nouvelles possibilités de savoir et d'être. Ce n'est qu'en démêlant les serpents entrelacés du savoir et du pouvoir que nous pouvons espérer atteindre une compréhension plus nuancée et critique du monde qui nous entoure.